Émission Kitoko Oyaba Namboka qui va mettre tout le monde en accord. Restons tous connectés sous la fréquence 107.5 depuis chez vous ou ailleurs. Et le rendez-vous de la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Soyons de ceux qui se responsabilisent. Émission juvénile, celle des leaders, pas de ceux qu'on mène, plutôt des meneurs. Notre challenge, c'est d'être meilleur. Manade de rendez-vous et nulle part ailleurs. C'est parce que nous y croyons que nous donnons tout pour y arriver. Rejoins-nous dans ce défi, car l'avenir c'est toi, c'est lui et c'est nous. By night, c'est la jeunesse responsable. Le rendez-vous de la jeunesse responsable. Voilà pour la jeunesse. By Night, jeunesse responsable. Vous souhaitez participer à l'émission? C'est simple. Envoyez-nous votre biographie ou votre CV au numéro suivant. Envie de nous adresser votre avis, témoignage ou contribution? Un seul contact. 06 655 73 65 ou sur notre page Facebook By Night Émission /facebook.com. Les milliers de kilomètres qui séparent Port-au-Prince à la porte du port autonome de Pointe-Noire rapprochent deux cultures à l'histoire colonialement apparentée. Ce qui a guidé Jean d'Amérique à fouler le Congo, Ndjinji, pour d'une part en apprendre un peu plus sur une autre partie de lui et de l'autre partager son vécu à travers des textes à la fois livresques et vocaux. Notre invité de ce jour est un poète, dramaturge haïtien, récompensé plusieurs fois pour ses travaux littéraires, suffisants pour qu'il soit considéré aujourd'hui comme l'une des voix puissantes de la littérature haïtienne. Mesdames et messieurs, Jean d'Amérique dans By Night, cela grâce à la main de l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, sous nos applaudissements. Madame, messieurs, Jean d'Amérique. Né dans la pluie, pas de la dernière, né dans une tempête de tendresse, né dans le sang lumineux d'un sourire. J'ai grandi dans la rue solaire des rêves. Un poème tombé de la nuit m'a donné la main et depuis, un orage humain travaille à plein temps au côté gauche de ma poitrine. Mais grave, j'ai perdu le goût de la phrase. Ce soir, je viens gratter ma mémoire dans des fresques buccales. Mon drame, mon vide, une veine à la veille d'un couteau vivant. Collier de sang a tissé ma voix. Jamais je n'étais brave, mais... j'ai tué Rimbaud dans les rues de ma haine, aimé Césaire, homme blessé par la lumière, vive Tupac, debout dans les larmes de Bronx. La poussière de Port-au-Prince a vu valser mes mots, d'avertige dans la tête, l'alphabet saigne, poète, prends soin de ta feuille, rebelle arrive, la nouvelle étoile à l'horizon, moi je cherche mon calme, loin des cadres, des milliers de crises à raconter, je quémande un orage dans le papier du soleil. Je fais métier de tuer des mots pour que mes tourments s'envolent. Ma chair fait pacte avec un couteau humain. Je ne suis peut-être pas un poète, mais un assassin de lettres. Je ne suis peut-être pas un poète, mais un assassin de lettres. Je lis la vie entre les lignes, ça fait pas de moi un écrivain. J'écris avec le cœur sur la main, c'est de la poésie par amour. Briser les murs par la lumière de l'encre, déchirer le spleen avec des nouvelles lunes de poésie. Appelle sa violente musique, un cahier sur le capot, je roule en quête de métaphores tranchantes. L'impression d'être un criminel, le stylo tel un métal froid, je tue des mots pour que mes tourments s'envolent. Ma chair fait pacte avec un couteau humain. Je ne suis peut-être pas un poète, mais un assassin de lettres. Par ici, la vie s'épelle dans les sanglots à bout de mots. Moi, j'écris des crachats, les veines coupées sur les rails de la folie des lettres. Le verbe aiguisé au silex de mes entrailles. Les loques sont des roses dans mon poème. Les mots s'enlacent sous le soleil. J'écris des fleurs avec de la cendre. Je fais métier de tuer des mots pour que mes tourments s'envolent. Ma chair fait pacte avec un couteau humain. Je ne suis peut-être pas un poète, mais un assassin de lettres. Je ne suis peut-être pas un poète, mais un assassin de lettres. Jean d'Amérique depuis Pointe-Noire. By Night, jeunesse responsable. Jean d'Amérique, bonjour. Bonjour. C'est comme ça qu'on dit en créole, hein?
Oui, on dit bonjour, On dit bonjour, bonsoir. bonsoir. Voilà. Et bienvenue chez nous. Yes, merci en pile. Ah. Comme on dit en créole, on dit merci en pile, genre merci en pile. Tu vois, imagine une tonne de merci. Une tonne de Voilà. merci. Non, mais franchement, moi, j'adore le créole. Mais seulement, je ne suis pas béni parce que je n'ai pas la langue qu'il faut pour pouvoir parler créole. Hein. Moi, non, mais si je le pouvais, je l'aurais. Tu vois, je suis rentré sur Google, j'ai cherché les bons mots pour te souhaiter la bienvenue, pour te dire comment on t'aime. Mais bon, j'ai pas pu. Eh ben, on va dire honnête Ah, et je réponds respect. respect, Voilà. honnête. Donc, Honnête, respect. respect. C'est encore mieux. Ah, Voilà. la honte, mais que veux-tu? À Point-Nord depuis combien de semaines, combien de jours déjà? Alors, je suis arrivé mardi dernier, donc ça fait 4-5 jours. 4-5 jours. 5 jours, ouais, que je suis ici. Comment tu te Et- sens chez toi ici? Eh Ton ben- deuxième chez toi? Eh ben, exactement, je me sens vraiment chez moi parce que ici, ce qui m'a frappé très fort, parce que c'est la première fois que je viens au Exact. Congo, c'est la première fois que je touche une partie de la terre africaine. Donc, j'étais très excité à cette idée avant de venir. Ça fait longtemps que j'en rêvais parce que en Haïti, on a tout un imaginaire autour d'Afrique. On sait que c'est de là qu'on vient. Donc, arrivé ici, j'ai eu des frissons parce que je me suis senti vraiment comme chez moi. Genre, on dirait que je suis à Port-au-Prince. Dans tout ce qui se passe, toutes les activités de la vie, la manière d'être des gens. Tu parlais tout à l'heure de langue créole. Même ici, j'entends les gens parler le Kituba, c'est Ouais, ça? Le Kituba. Et je comprends pas, mais je sens Tu les sens émotions, qu'il y a- je sens la musique de cette langue qui résonne chez moi et qui ressemble beaucoup à notre manière de parler en Haïti, en fait. Donc, même si je comprends pas, mais je sens le mouvement, en fait. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien et moi, je suis heureux quand tu dis ça. Point-Noir t'a bien accueilli. Je pense là à l'Institut, je pense à tous ces hommes que tu as croisés, qui te côtoient depuis 4-5 jours déjà. Je suis énormément bien accueilli et je pense que c'est pour ça aussi que je me sens si bien ici. C'est que, voilà, bel accueil. Et puis les gens aussi, d'une manière générale, je trouve, sont plutôt très accueillants. Genre, voilà, dans la rue, on peut parler à des gens. Je monte dans le taxi, j'ai une conversation tout le temps. Donc, moi, c'est des choses qui me touchent, qui me parlent parce que chez moi, en Haïti, il y a cette même ambiance, je dirais, de l'accueil facile, de l'hospitalité. Et ça, c'est quelque chose que je sens très, très fort ici. J'ai rencontré plein de gens, donc que ce soit dans la rue, des gens comme ça que je croise et on arrive à parler, ou dans le taxi, voilà, de longues conversations. Mais aussi, j'ai pu animer quelques ateliers d'écriture. Donc, voilà, dans des écoles, dans un collège et avec des enfants, et aussi au lycée français, mais aussi à l'Institut français, j'ai animé des ateliers avec des jeunes slameurs d'ici. Donc, il y a une très, très belle énergie dans toutes ces rencontres et je suis content de les faire parce que je sens que c'est vraiment un lieu de partage. Moi, je me fais plaisir de partager cette passion-là, ce goût de la littérature, ce goût des mots. Et je sens qu'il est très vivant ici chez les jeunes qui ont le verbe aiguisé. Ils ont le verbe aiguisé. Voilà. Moi, je suis content. C'est sans flatter le Congolais que je suis et que nous sommes que tu reconnais ça d'entrée. C'est pour la première fois que tu fous le Pointe-Noire, que tu arrives au Congo et que l'on reconnaisse aussi facilement qu'il y a cette hospitalité facile, qu'on se sentirait chez soi à Haïti. Moi, je suis heureux et j'ai envie d'applaudir pour le Congolais que je suis moi-même, pour le Congolais que nous sommes, parce que c'est beau que l'étranger se sente chez soi ici, parce que c'est un plaisir, que voulez-vous? C'est un plaisir. Nous sommes de bonnes personnes et ça, on l'aime. Et je dois rappeler que tu es ici à Pointe-Noire dans le cadre du projet Littérature et Session Slam, initié donc par l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Oui. Alors,
allez, très vite, j'ai essayé de parfouiller, mais je n'ai pas retrouvé. Comment tu tombes dans le monde de la littérature? Alors, c'est d'une manière assez, je dirais presque improbable parce que quand j'étais petit, chez moi, j'ai pas grandi au milieu des livres, j'ai pas grandi avec des parents ou de l'entourage qui étaient dans des questions littéraires. J'ai grandi dans un petit village en Haïti, à Côte-de-Fer, c'est dans le sud-est du pays. Mais à 11 ans, je vais arriver à Port-au-Prince parce que dans le village où j'étais, il n'y avait pas d'école secondaire après les études primaires. Donc, je vais à Port-au-Prince pour aller à l'école. Et là, à l'époque, le rap était très en vogue en Haïti. C'était vraiment l'âge d'or du rap. Et je commence à en écouter. Et c'est quel genre d'artiste qu'on écoute déjà à ce moment-là? Il y avait 2 groupes rivaux en Haïti, donc c'était principalement ça, donc qui s'appelait Barricade Crew et Wok Fam La Mea. Donc c'est 2 groupes qui étaient un peu en clash. Et donc ça avait ramené un peu tous les jeunes en fait dans le mouvement. Et ce qui était intéressant, c'est dans leur musique aussi, ils parlaient de choses qui me concernaient. Donc moi qui habitais dans un quartier populaire, et c'était des jeunes de quartier populaire comme moi et qui chantaient aussi des choses, des problématiques du quartier. Du coup, ça m'interpellait. Après, j'écoutais un peu des rappeurs américains aussi comme Tupac ou Eminem ou Lil Wayne, etc. Donc voilà, j'étais dans cette émulation-là. Et je me suis mis comme ça pour m'amuser. Je me suis mis à écrire des textes. Et je partageais avec mes amis, dans le quartier ou à l'école. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, je produis des textes. Et il y a des professeurs de lettres qui, à un moment donné, voient un peu des choses que je fais dans leurs cours, etc. Et qui m'amènent vers les livres. Et là, voilà, je suis complètement dans le bain. Je découvre des écrivains, je découvre Aimé Césaire, René Depestre, etc., Mahmoud Darwish, Kateb Yassine, Sonny Laboutansi, que j'aime beaucoup. Et là, voilà, j'étais complètement conquis. Et du coup, j'ai commencé à aller dans des petites soirées pour dire mes textes. Et c'est comme ça que je suis amené à faire plein de scènes de slam en Haïti, de rap aussi. De rap. Et voilà, maintenant, je peux plus m'arrêter d'écrire parce que c'est complètement... Carbon. Voilà. Ça t'a avalé, quoi. Je suis habité. Et ça t'a habité, et tu le dis toi-même. Allez, tu es sans doute l'une des voix fortes de la littérature haïtienne aujourd'hui. Et Haïti, c'est 11 millions d'habitants, 11 millions et demi. Nous sommes 6 millions aujourd'hui au Congo, 6 millions et demi. Donc Haïti, c'est quasiment le double. Allez, aujourd'hui, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens lorsqu'on dit de toi être l'une des voix fortes de cette littérature-là, des lettres haïtiennes? C'est un grand honneur d'entendre ce genre de paroles sur moi parce que moi, j'étais pas parti pour être écrivain, en fait. De là d'où je viens, mon parcours, tout ça, c'était pas évident pour moi d'être écrivain. Surtout, chez moi, c'est pas quelque chose qu'on te présente comme un métier. Voilà, moi l'enfant, moi le gamin, je pouvais pas rêver d'être écrivain parce qu'on m'a jamais dit que c'était un métier. Et même quand j'ai commencé à me lancer là-dedans, mes parents, tout ça, étaient pas très d'accord. Il y avait le doute. Ouais, ils étaient pas du tout d'accord en fait. Et d'ailleurs, à un moment donné, on m'a même mis à la porte, etc. Wow. Parce que c'était non. C'est pas supportable, ça. Voilà, il fallait faire des métiers qui répondent aux logiques de la société. De la société, exact. Mais je suis content d'avoir suivi ma voie quand même s'il y a eu ces galères-là. C'est vrai. Mais je suis content d'avoir suivi ma voie parce que je sais que quand on a une passion au fond de soi, ça ne nous quitte jamais. C'est-à-dire, même si pour les urgences du quotidien, pour les urgences de
la matérialité, des choses. On a besoin de, comme on dit, entre guillemets, gagner sa vie un peu plus rapidement. On peut faire des choix qui correspondent pas à nos passions. Mais après 10, 15 ans, 20 ans, cette passion-là va te rattraper. Elle va toujours renaître. Voilà, c'est comme un feu qui est en toi et ça ne peut jamais s'éteindre. Donc, j'ai senti ce feu-là pour les mots, pour la poésie. Donc, je l'ai suivi. Et voilà, donc aujourd'hui, quand j'entends qu'on fait des éloges de ce genre-là, de ce genre-là à propos de moi, c'est un honneur et c'est surtout incroyable par rapport à mon parcours d'être là où je suis aujourd'hui. Voilà, où mon travail a un bel écho et inspire aussi d'autres jeunes. Surtout ça. Ouais, je reçois beaucoup de jeunes qui m'écrivent, qui me disent que je suis leur modèle alors que... Hier, oui, c'était pas possible. Voilà. Donc, je suis trop content d'être arrivé là et je vais continuer le chemin parce que moi, je suis toujours en quête de lumière, je suis toujours en quête de perfectionnement aussi. Donc, je continue le chemin et je suis content si ça peut inspirer d'autres jeunes et les aider à embrasser leur passion. J'ai retrouvé ce même point levé qu'il y a dans notre logo sur une de tes photos. Il y avait ce point comme pour dire qu'il y a de la révolution en toi, dans ta façon de voir le monde. Et ça, c'est bien. Puisqu'en 2015, tu publies ton premier recueil de poèmes, Petite fleur du ghetto, qui très vite sera mentionné, qui sera mention spéciale du prix René. Alors, j'ai peur de mal prononcer, c'est Philoctète. Voilà. Ouais. Et sélectionné au prix Révélation Poésie de la Société des gens de lettres. Ouais. Là encore, c'est comme ce petit saut qui vient de dire, voilà, tu ne t'es pas trompé de route. Ouais, exactement. Donc, c'était mon premier livre et le fait tout de suite d'avoir eu cette reconnaissance-là par des prix littéraires, des structures, oui, qui participent à une fabrique de reconnaissance, quoi. Le fait d'avoir été récompensé par eux, c'est un signe pour me dire, voilà, tu peux continuer, t'es dans la bonne voie. Et donc, effectivement, ça m'a boosté. J'ai continué et j'ai enchaîné avec plein d'autres. Ça t'a boosté puisqu'en 2020, tu décides de publier ta première pièce de théâtre, Cathédrale des cochons aux éditions théâtrales. Oui. Ce, dans le cadre de la 31e journée de Lyon, c'est ça, journée de Lyon, des acteurs de théâtre dont tu es lauréat du prix Jean-Jacques Leron. Jusque-là, je prononce pas mal. Le texte a été donc mis en voie le 2 octobre 2020 au NTH 8 par Christian Taponard avec Jean-Malik Amara. Exactement, à Lyon. À Lyon. Oui. Là encore, voilà, c'est formidable parce que j'ai commencé par la poésie. Et tu te mets sur l'art de la scène. Voilà, et à un moment donné, je rentre dans le théâtre, alors pour écrire pour le théâtre. Et j'écris une première pièce, j'écris une deuxième, et je me dis, ok, je vais juste les envoyer dans des choses comme ça, des prix, et ça a été repéré, donc notamment Cathédrale des cochons qui a reçu ce prix, voilà, le prix Jean-Jacques Leron. Et ça aussi, ça m'a donné encore, comment dire, un coup de pouce de plus. Un coup de pouce, voilà. Et c'est un gros coup de pouce. Ouais, voilà. Et à chaque fois, des choses comme ça, je pense que ça donne de la force pour continuer parce que être écrivain, c'est pas un statut qui est facile tous les jours, dans le sens que c'est pas évident. C'est pas évident déjà de vivre de la littérature. Et puis aussi, c'est important que le travail il puisse circuler. Donc à chaque fois qu'il y a ces prix, ces récompenses, donc ça met en lumière le travail ça permet que ça circule vers d'autres gens et que tu puisses continuer être aussi. Positionné, voilà. Bien positionné. Et plus tard, donc pas plus tard que l'année dernière, tu as donc publié
en même temps ton premier roman, Oui. Soleil à coudre. Alors, je l'ai écouté en extrait, hein, Ouais. je pense hier soir. Soleil à coudre. Oui. Explique-nous ce que ça cache. Bon, et Soleil à coudre, en fait, ce titre, c'était, je l'ai pris comme ça parce que dans l'histoire que je raconte dans le roman, c'est vraiment des situations qui peuvent être un peu macabres, comme si je racontais des vies brisées. Je parle des lieux, je dirais déchirés d'où je viens, donc des quartiers populaires de Port-au-Prince. Donc l'histoire se déroule dans un bidonville à Port-au-Prince et on suit une petite fille qui, au milieu de la violence, essaye de construire sa vie, essaye de trouver un chemin vers une autre existence. Et donc, autour d'elle, il y a vraiment beaucoup de violence. Et donc, elle raconte sa vie, mais elle raconte aussi son quartier. Elle raconte vraiment les bas-fonds de la ville. Et c'est des lieux, oui, pour moi, qui sont déchirés par la violence par la précarité. Et donc, l'idée du soleil à coudre, c'est comme si un soleil pour coudre ces vies déchirées, ou dans l'autre sens aussi, comme si c'était le soleil de leur vie qui était déchiré, qu'il fallait recoudre pour espérer une meilleure vie. Exactement, pour espérer la lumière, la beauté, voilà. La lumière et la beauté. Alors, on va jouer un tout petit jeu de reconnaissance. Allez. Tu vas me dire, Haïti, mère chérie, reçois mes derniers adieux, que l'amour de la patrie enflamme tous nos neveux. Si quelques jours sur tes rives rapatrissent nos tyrans, que leurs hordes figurent... Alors, je m'embrouille un tout petit peu. Que leurs hordes, c'est ça, fugitives, voilà, servent d'engrais à nos champs. Ça te dit quelque chose, ce texte, ce poème? Alors, je vais reprendre. Oui, Je vais reprendre. Haïti, mère chérie, reçois mes derniers adieux, que l'amour de la patrie enflamme tous nos neveux. Si quelques jours sur tes rives rapatrissent nos tyrans, que leurs hordes fugitives servent d'engrais à nos champs. Ça a un goût de Toussaint l'ouverture, mais ça a un goût de Toussaint, mais c'est signé d'Antoine Dupré. Ah oui. L'hymne à la liberté. Dupré. Ah oui. L'hymne à la liberté. Et de ce texte. Raison. Ah oui, oui, c'est Antoine Dupré. C'est l'un des premiers poètes haïtiens et donc qui a écrit au lendemain de l'indépendance en 1804. Voilà, des hymnes comme ça. Des hymnes comme ça, parce qu'il parlait ici alors, le message à tirer, c'est l'expression nationaliste, hein, oui. le nationalisme. Et voilà, moi, si je mets ce poème sur cette table, justement, c'est pour évoquer ce nationalisme-là. Quelles sont donc les grandes figures de l'être haïtienne d'hier, et peut-être même d'aujourd'hui, qui influencent tes textes? Oui, il y en a beaucoup, donc d'influence haïtienne. Je pense à Jacques-Stéphane Alexis, donc un écrivain que j'aime beaucoup. Jacques Roumain, qui a écrit un roman, je pense que tout le monde devrait lire ce roman, qui s'appelle Gouverneur de la Rosée, et qui a une histoire magnifique. Et qu'est-ce que je pourrais citer? Franck Etienne. Franck Etienne, oui. Grand écrivain aussi. Chez les femmes? Chez les femmes, je peux citer Ida Faubert. J'allais y venir. Ida Faubert, donc une poétesse assez méconnue, je dirais, mais qui est super. Et pendant que tu parles de femmes écrivaines, justement, dans ma génération, là, en tout cas dans ces dernières années, il y en a de plus en plus qui se lancent et qui
ont un écho aussi, donc ça fait trop plaisir. On peut les citer, on peut les avoir. Oui, bon, là je pense à Yannick Lahens, bon, qui est d'une génération avant moi, qui est une très grande écrivaine que j'aime beaucoup, bon, qui a eu beaucoup de succès aussi, qui est entré au Collège de France il y a pas longtemps, qui a eu le grand prix Femina. Voilà, c'est une écrivaine que j'aime beaucoup. Je pourrais citer aussi Ketli Mars, et un peu plus dans les plus jeunes, je pourrais citer Gaël Bien-Aimé, je peux citer Andris Pierre. Enfin, il y a plein de jeunes qui se lancent et qui écrivent. Et c'est à encourager, on aime ça. Lorsque les jeunes se lèvent pour écrire l'histoire d'Haïti, l'histoire de 100 pays, l'histoire de 100 continents, parce que il n'y a pas autre personne que nous-mêmes pour écrire notre histoire. Je vais te rappeler encore à ton devoir pour nous lire un magnifique texte, ou sinon slammer sur une très belle histoire. By Night, jeunesse responsable. Mauvais signe à l'horizon, ton étoile fait son dernier tour. Ton âme n'a pas connu une prison, ta liberté aucun demi-tour. Ta parole reste une sève dans le jardin des indignés. Tes lettres demeurent debout, à l'image d'un point levé. Petite flamme n'a de destin que les pailles d'un système qui opprime. Tes idéaux deviennent engrais de mon esprit. Je partirai planter ma colère dans le champ des bourreaux. Quand ma plume flotte dans tes rives, mes mots sont balles au crâne des casseurs de rêves, camarades. Je renie pas ton nom, je sais que tu t'appelles Samba. Les rageux rêvent de bruit, toi, le silence a construit ton bras. Il y a une place pour tes ailes au bord du ciel. Les anges ont tracé ta route loin des chutes. Être artiste est un vœu à la révolte. C'est ta rage qui vient taper sur les vagues et ta voix prend l'allure d'une bouteille à la mer. Ça vogue. Entre les coups de la vie et le courage de porter des rêves, tu es lieu de force. Quand la mort te tape le dos, ça te pousse vers ta lutte. À ta fougue, je fais un big up. Je refais tes mots, je refais tes phrases, je refais ton chemin et j'écris ton nom sur mon front, petit, courant d'eau au pied de la colline, petit, commando, Jean papier qu'on jette à la corbeille, je raccommode la vie, peu importe sa couleur, car dans mon cou, le courage est venu poser son collier. Camarade, je renie pas ton nom, je sais que tu t'appelles Samba, les rageux rêvent de bruit, toi, le silence a construit ton bras. Être artiste est un vœu à la révolte, c'est ta rage qui vient taper sur les vagues et ta voix prend l'allure d'une bouteille à la mer. Ça vogue. Tout ce qui bouge, les assassins l'ont effacé. Des flaques rouges, c'est le reflet de ton passé. La rue danse, tant de classes dans ces vagues. Des fusils commandent la valse, alors je chante ces corps troués de balles. L'innocence de mes frères, je chante le sang et sa chorale. Le sens des âmes folles, les âmes ont fêlé. La haine et sa grêle, mon feu camarade. Quand la vie est frêle, je chante Jean-Jacques Dessalines, Jean-Annie Louis Juste, Jacques-Stéphane Alexis, je chante Jacques Roche, Tupac Shakur. Sonny Laboutansi, camarade, je renie pas ton nom, je sais que tu t'appelles Samba. Les rageux rêvent de bruit, toi, le silence a construit ton bras. Il y a une place pour tes ailes au bord du ciel. Les anges ont tracé ta route loin des chutes. Être artiste, c'est un vœu à la révolte et ta rage qui vient taper sur les vagues et ta voix prend l'allure d'une bouteille à la mer. Ça vogue, camarade. By Night, jeunesse responsable. Magnifique session live. Le texte, on a vu combien coulaient ces noms de ces grands hommes de lettres de ton pays, Haïti. Et on va continuer, on aborde le dernier virage de cette émission. Je t'ai dit tout à l'heure en amont combien quelqu'un que j'aime bien, quelqu'un qui est nôtre, n'a pas dormi de toute la nuit que pour toi, Jean d'Amérique. Et elle a pensé t'écrire un texte, un petit poème,
qui t'est personnel et derrière des questions assez tordues. Ok. Est-ce que tu y es prêt? Allez, Est-ce que tu es prêt? j'ai hâte. Eh ben, on y va. Frida NG, vous l'avez donc compris, c'est l'analyse et les questions tordues signées Frida NG depuis Chypre, comme d'habitude. On écoute. Jean d'Amérique dans By Night, son analyse, ça donne ça. L'enfance est une blessure dont on ne peut pas se laver, écrit-il dans Soleil à coudre. Il sait aussi écrire comme il vit. C'est avec bonheur qu'il trempe sa plume dans son encre pure. Cette pureté est transmise à travers chaque ligne, qu'on remarque tout de suite lorsqu'on le lit. Son empathie fait que celui qui l'est n'est pas loin de ses écrits. Il n'y a qu'à voir comment il est humble dans sa façon de présenter ses récits. Comment peut-on recoudre en soleil lorsqu'on vit dans un monde couvert de ténèbres? Jean d'Amérique a résolu le mystère en racontant avec douceur et teneur certains phénomènes afin de répandre au mieux la paix dans un monde rempli de plaies. Lorsqu'on ne connaît que froideur, les mots demeurent un remède. Pour toucher des âmes, il sait qu'il doit le faire avec classe. Du bout au bout, il tient cette corde raide qu'il étend chaque fois que ses poèmes sont bohèmes. C'est avec une force incommensurable qu'il défie les coups de la vie. Ne le jugez pas trop vite, il n'agit que par pur plaisir. C'est toute une jeunesse qui l'inspire. Atteint d'une grande profondeur, Jean d'Amérique est un cadreur. Rien qu'en arborant des textes, il réussit à apaiser les cœurs. En suivant sa passion, de lui on tirera des leçons, car lorsqu'on écrit pour toucher les gens, on est forcément percutant. À chaque fois qu'il a été bousculé, son côté littéraire s'est manifesté. Survivant il est quand il choisit des mots pour guérir des blessures passées. C'est avec une grande douceur qu'il fait taire l'horreur. Nul besoin de le comparer à Dany Laferrière. Chaque étoile, dit-on, brille à sa manière. C'est pourquoi il est fidèle à lui-même. Il se présente tel qu'il est, sans trop regarder son aspect. Son plus bel emblème reste l'amour qu'il porte, pour ce qu'il ne cessera de défendre. À travers son parcours, il raconte son histoire. Fidèle à sa culture et à ses racines, son art en témoigne. D'un grand et vibrant hommage, célébrons celui qui, ayant traversé l'ère caribéenne, nous fait aujourd'hui l'honneur de nous dévoiler son univers. À cet homme sagement simple, je dédie ce modeste poème. Merci de mettre en évidence les couleurs haïtiennes. Voilà, Wow. elle s'appelle... Ouais, c'est bien ouvert, oui, c'est bien. Frida NG, notre chroniqueuse maison, qui je t'ai dit, c'est pliant 8. Très, très grande émotion en écoutant ces mots. Merci beaucoup, Frida. Merci. Mille merci. Ça fait vraiment plaisir. Et Dis-le lui en haïtien. En créole. Frida, ça fait un plaisir en pile. Donc, merci en pile pour toute bagaille. Et voilà, ça a touché mon enfant quand même. Ah ouais, moi j'ai compris, hein. Ça a touché le cœur, je pense. Ouais. Effectivement, Ça comment touche ne au pas. fond du cœur. Ouais. Ça touche au fond du cœur et Ouais. on ne peut qu'apprécier. C'est Frida. Et c'était Trop le bien. côté, c'était le côté coton, le côté doux, c'était le côté spongieux. Ouais. Allez, il y a un autre côté de Frida qui dit ceci. Les 5 questions tordues, Mhm. une seconde épreuve de cette rubrique. Bien. Si tu es prêt, on peut commencer. Ouais, il est prêt. La première question dit ceci. Quel est ce domaine de la vie que tu aimerais changer? Quel est ce domaine de la vie que tu aimerais ou que tu souhaiterais changer? Waouh. Ah ben, je t'avais prévenu, hein. Qu'est-ce t'ai que prévenu. j'aimerais changer dans la vie? Mhm. Bon, je pense que dans tout mon travail, dans toute ma vie, quelque chose pour lequel je me bats toujours, c'est j'aimerais voir un monde sans injustice sociale, quoi. Et dans tout ce que j'écris, c'est souvent des choses comme ça que je pointe, que je dénonce. Donc oui, j'aimerais qu'il y ait un bien-être pour tout le monde. Mhm.
Je vais répondre aussi simple que ça. Un bien-être pour tout le monde. Elle qui est dans le droit, je pense que ça l'arrangerait. Oui, il n'y aurait plus de prison à ce moment. Non, mais je m'arrête. Deuxième question, Frida. 2. S'il y avait une meilleure manière d'être libre, ce serait laquelle selon toi? Une meilleure manière d'être libre. Être libre dans sa tête, en fait, dans l'esprit, parce que en fait, c'est là que tout se passe. Une fois que ton esprit il est enfermé, ton corps ne vaut rien, en fait. Donc, ouais, c'est être libre d'abord par l'esprit. Là, on peut le voir même pour quelqu'un qui serait en prison, qui serait en cellule, dans sa tête, en fait, il y a une possibilité de liberté que tu peux pas, taire. Donc, le mieux, oui, c'est pour moi d'être libre d'abord dans la tête. Parce que, voilà, si on n'est pas libre dans l'esprit, si on est enfermé dans l'esprit, on est en quelque sorte mort, parce que c'est l'esprit qui mène tout. Qui mène tout. C'est juste. C'était la deuxième question, Frida Ng, je pense. La troisième. Troisième question. Yes. Entre la soupe Giromont, encore appelée soupe Joumont, qui représente le symbole culinaire de l'indépendance d'Haïti et qui a également été inscrit depuis décembre au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, et ton univers poétique que tu aimes tant, que valorises-tu le plus? Entre la soupe... Là, tu as fait exprès, là, Frida, parce que là, je peux pas me passer de la soupe. J'ai comme l'impression qu'elle le savait. Ah bah, c'est pour ça c'est sans doute pour ça qu'elle a posé cette question. Ah là là, je peux pas choisir parce que la poésie, c'est ma vie, c'est ce qui m'anime. Et la soupe Giromont, je peux pas renoncer à ça. Un Haïtien ne peut pas renoncer à cette soupe. Pas du tout. C'est impossible. Donc, je sais pas, je boirai cette soupe en faisant de la poésie. La poésie. Non, Voilà. mais c'est vrai parce que, vous savez, on l'appelle la soupe de l'indépendance haïtienne. Et pour un Haïtien, genre, tu peux pas, surtout le 1er janvier, donc qui est le jour de la fête de l'indépendance, tu peux pas passer le 1er janvier sans boire cette soupe, quoi. C'est comme un Tabaski sans mouton, c'est comme un Camerounais sans dolé. Voilà. C'est comme, voilà. C'est comme un West Africain disant un Sénégalais sans tchèboudjienne. Ouais. Et pour vous dire, c'est un plat qui a un sens très, très fort. Très, très fort. Parce que, ce plat, il est arrivé au moment où, en fait, après l'indépendance d'Haïti, donc, voilà, les gens, ils sont sortis de l'esclavage et tout, ils se sont libérés. Il y a l'indépendance et là, il y a Claire Heureuse, donc une femme qui a eu cette idée de faire un plat et y mettre tous les ingrédients que les esclaves n'avaient pas le droit de manger. Cette époque-là. Et donc, elle va créer cette soupe qui symbolise donc une sorte de victoire et qui symbolise la liberté. Donc, c'est un plat de résistance. C'est un plat de... Voilà. Et sans passer. Et il est bon. Tellement qu'il est bon. Et on ne peut pas du tout s'en passer. On a dit, c'est comme un Congolais sans la rumba, un Congolais sans la sape, c'est pas possible. Et cette soupe, c'est un poème. Donc, voilà. Il faudrait. 5e question, je pense la dernière. Dis-nous, Frida. 4e et avant-dernière question. 4e. Trouve la bonne réponse. Yep. J'aime la terre de mes ancêtres. I love the land of my ancestor. Nalingi mabele yabakoko nangai. Quelle expression est en lingala? Laquelle de ces deux expressions est en lingala? Le dernier. Ah bah oui, c'est... Le dernier, le troisième. C'est inévitable quand même que...
C'est Jean d'Amérique. Non, mais ça mérite des applaudissements. Jean d'Amérique a trouvé la bonne expression qui soit en lingala, et c'est bien la deuxième là. Celle dite en dernier qui bien en lingala, hein. Ouais. Aimer la terre de ses ancêtres, qui est pour nous la terre, donc voilà, ça a été dit en lingala. Et c'est la quatrième. Tu écoutes un peu de lingala aussi, non? Pas du tout. Il m'arrive d'écouter des chansons comme ça en lingala. Et après, ouais, certaines fois, en France, je peux croiser des groupes de gens qui parlent cette langue, mais je m'y connais pas trop encore. Claudiciard disait un jour qu'il y avait deux langues qui, dans le monde, peut-être pas des lettres, mais disons dans le monde de la musique, qui résonnaient très fort. Il y avait le créole et il y avait le lingala. Ce sont deux langues assez particulières qui, dans des chansons, vendent très bien l'amour, vendent très bien le sentiment. En fait, tout sentiment, quoi qu'il soit de bonheur, de tristesse ou de malheur, il avait ces deux langues-là pour mieux les vendre. Oui, je pense que c'est juste. Et puis, je crois qu'il y a une certaine connexion aussi entre ces deux langues. En tout cas, nous, en Haïti, notre créole haïtien, voilà, il est né de la rencontre du coup de plusieurs langues africaines et du français, parce que on a le même colonisateur. Voilà, et puis nous, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'on vient d'ici, qu'on vient de l'Afrique, parce que au départ, Haïti, donc c'est les premiers habitants de l'île qui s'appelaient Taïno, et des gens qu'on a déportés de plusieurs pays d'Afrique pour mettre en esclavage là-bas, donc ils vont se rencontrer. Et un peu comme par marronnage à la langue française qui était imposée, ils vont inventer le créole haïtien, donc pour communiquer entre eux. Donc il y a une certaine connexion. Et puis bon, de toute façon, il y a plein d'éléments culturels. Là, il parlait d'ancêtres, et notre terre ancestrale, c'est l'Afrique. C'est inévitable, et tous les Haïtiens le vivent comme ça. On dit toujours qu'on est qu'on fait partie de l'Afrique, même si géographiquement vous êtes assez loin. Voilà, on est exilé géographiquement, mais on fait partie du continent. Et même dans l'imaginaire haïtien, par exemple, quand quelqu'un meurt en Haïti, on dit qu'il retourne en Afrique. Ouais. C'est fort. Donc c'est très fort, hein. Et pour rappeler à tout le monde, Haïti se trouve en Amérique du Nord. C'est bizarre. Haïti n'est même pas à côté de Madagascar, qui est à côté, même là, juste à côté du continent africain, parce qu'à Madagascar, c'est l'Afrique. Mais Haïti se trouve carrément chez nos amis nord-américains. Et c'est un trajet, mais bon, que la culture relie, je l'ai dit paradoxalement au début, ce sont des kilomètres qui nous séparent, mais qui dans le fond, dans notre histoire, dans notre façon de voir les choses, nous sommes plus ou moins tous des déportés, nous avons la même histoire, que ça nous rapproche, mais c'est obligé. C'était l'avant-dernière question de Frida, la dernière dit quoi? 5e et dernière question. Voilà. Si tu étais président de la République, quelle est la première chose que tu ferais en premier? Président de la République haïtienne. Oh là là. C'est qui déjà? C'était Martelly avant, non? Alors, le dernier, c'était Jovenel Moïse, qui a été assassiné en juillet dernier. Alors là, président. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un truc auquel j'ai jamais pensé. Le premier défi, d'abord. Pour toi, président. Ok. Bon, ça va être un peu plus global parce que c'est compliqué là de donner une direction comme ça. Quelque chose de direct. On va placer les 2 premières années de ton mandat entre sécurité ou précarité. Moi, je pense qu'il y a une vraie urgence par rapport à la précarité, par rapport à, bon, disons de manière plus globale, par rapport aux inégalités sociales. Donc, Haïti, c'est un pays où il y a un très très petit groupe, genre je parle de 5-6 familles qui détiennent vraiment
voilà, La richesse même. Ouais, toute la richesse du pays. Donc, des gens qui sont vraiment très, très riches. Et de l'autre côté, t'as la majorité. Le reste du pays. Voilà, le reste du pays qui vit dans la pauvreté. La majorité des Haïtiens vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, je pense que ça, c'est un problème urgent à résoudre. Voilà, ces inégalités sociales. Après, oui, il y aura Mais est-ce que quelque part, sans te couper, un Jean d'Amérique, est-ce que si on peut recoudre le soleil, comme tu le dis toi-même dans un de tes textes, forcément, ramener la lumière, en parlant d'inégalité, de précarité, ne viendrait pas en même temps sabler les problèmes de sécurité qui existent? Ça serait peut-être, comme on le dit déjà, d'un coup, une flamme, voilà. Sinon d'une pierre deux coups, voilà. Oui, je pense que c'est je pense que c'est un tout. C'est vrai que bon, oui, là maintenant il y a un problème d'insécurité en Haïti et qui est pas quelque chose qui n'est pas d'isolé. lié peut-être à non, c'est pas quelque chose d'isolé, c'est-à-dire il y a un ensemble de choses à travers les dernières années qui fait qu'aujourd'hui on vit cette explosion de l'insécurité. Donc, c'est des problèmes qui sont vraiment ancrés. Donc, il faut vraiment des politiques réfléchies, de vraies stratégies pour essayer déjà d'atténuer cette insécurité et au fur et à mesure la déraciner. Est-ce qu'on y pense? Est-ce que les stratégies sont mises en place effectivement? Je ne suis pas sûr, non. Non. Il y a pas de politique qui soit adaptée. Voilà, adaptée à ça. Et le problème aussi, c'est que cette insécurité-là, sa racine vient aussi des politiques. Donc, voilà, si le problème vient d'eux, c'est pas évident qu'ils veulent qu'en plus le résoudre le plus tôt possible. Voilà, du coup, aujourd'hui, le pays est vraiment sous le contrôle des gangs d'une manière générale. Et ces gangs, ils ont été formés par des politiques parce que c'est à un moment donné, il y a des politiques qui ont armé des jeunes dans les quartiers pour défendre leurs intérêts. Et du coup, aujourd'hui, ces jeunes-là, ces gangs-là, l'État a un peu perdu le contrôle. Le contrôle, aussi. Voilà. Et du coup, ça crée une situation générale d'insécurité. Ça va être, par exemple, des gangs vont s'affronter pour contrôler tel quartier parce qu'ils savent que de plus en plus qu'ils ont le contrôle de certains territoires, ils peuvent négocier avec les politiques directement. Donc, c'est vraiment un cercle vicieux. Et depuis récemment, il y a une histoire d'enlèvement aussi dans le pays. N'importe qui peut se faire enlever. Donc, c'est vraiment inquiétant. Donc, les Haïtiens sont vraiment en danger au quotidien. Donc, ça, c'est vrai que c'est un problème urgent à résoudre, ne serait-ce que pour que les gens puissent avoir un peu de paix et essayer de construire leur vie, quoi. Essayer de construire leur vie. Je pense que c'était la dernière question de Frida. Voilà, c'est tout pour ta série de questions tordues. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et nous, By Night, te souhaitons une belle et longue carrière. Tu es chez toi au Congo. Mille merci, Frida. Je me sens chez moi, effectivement. J'ai plus envie de partir. Tu n'as plus envie de partir. Et j'espère que ce n'est ni le premier ni le dernier voyage qui t'emmène ici, parce que tu l'as dit, hein, Frida l'a dit, on ne cesse de le dire, que tu es ici, chez toi. Tout le monde m'a dit, personne ne vient au Congo une seule fois. Il fallait que tu reviennes. Donc je vais revenir. Et tu as visité la route des esclaves, on t'a amené à l'embarcadère, là où les esclaves étaient déportés pour d'autres pays. Alors, justement, j'ai voulu, pendant la semaine, j'avais des activités tous les jours avec l'Institut français, donc j'ai pas pu encore aller voir, mais il me reste demain
Donc j'espère. Il faudrait coincer Cassiopée, il faudrait serrer la vie à tous ses amis de l'IEF. Oui, il me reste demain pour essayer d'y aller. Parce que c'est vrai que, on en parle tout le temps, tu vois, et c'est des choses que j'ai lues par rapport à notre histoire, en fait. Donc c'est des choses qui m'intéressent. Il faudrait. Et je pense que ça t'inspirera peut-être de nouveaux textes aussi. J'espère. En tout cas, mon séjour ici jusqu'à présent laisse des traces en moi. Je sais pas si à un moment donné ils vont devenir matière littéraire, mais en tout cas, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Ouais. Et nous, on ne peut qu'apprécier, madame, messieurs. By Night a eu le plaisir, grâce à la main tendue de l'Institut français du Congo à Pointe-Noire, de recevoir un ami, un frère, un petit frère pour certains, un fils pour d'autres, et je dirais même un técolo. Oui, pourquoi pas, madame, messieurs. Il revient de France, mais je dirais que son cœur et sa tête, pour ne pas dire son nombril, est enterré à Haïti. Haïti chéri, Haïti chez lui, qui dans le fond, vous le savez, comme on l'a dit tout au long de cette émission, partage la même histoire que le Congo. On parle d'esclavage, on parle de colonisation, on parle de créole, on parle de français, on parle de Kikongo, on parle de cette identité culturelle qui est propre à l'Africain, celle-là que nous retrouvons ici et que l'on va également retrouver là-bas. Cette amicalité, cette façon franche de se dire bonjour, de s'aimer, de s'apprécier, de se tenir la main, comme pour dire qu'on est victorieux sur les épreuves du quotidien. Mesdames, Messieurs, Jean d'Amérique est à Pointe-Noire pour une première, est aussi pour une première fois dans By Night, et c'est un bonheur pour nous. Si cette émission a eu lieu, s'est tenue, c'est parce que Jean d'Amérique aime les lettres, aime la littérature, aime la culture, tout comme nous dans By Night, tout comme nous à NTI, tout comme nous à Pointe-Noire. Nous sommes attachés à cette histoire qui fait que nous puissions nous regarder dans les yeux avec ce sentiment d'appartenance. Je ne sais pas à qui je dois dire merci, à l'Institut français, à cette équipe qui m'accompagne, mais aussi à toi, Jean d'Amérique, pour ce déplacement. À mon tour, je te dis un grand merci pour cet accueil chaleureux, humain et fraternel. Et bonne continuité avec cette belle émission qui infuse de la culture, de la littérature aux esprits. Aux esprits. Et comme on dit en créole haïtien, bon bagaille, Kembe fem palagué. Yo. Je me mettrai au créole, c'est promis. Merci à toi également, Frida NG, et merci à vous, fidèles radio, téléspectateurs et désormais internautes qui nous suivent via notre page YouTube, By Night Émission. C'était un plaisir de vous savoir nombreux, de toujours nous laisser des commentaires pour nous dire comment vous appréciez cette émission que Jean d'Amérique aussi découvre et apprécie, aime. Jean, on ne peut pas se dire au revoir sur la dernière session live. Tu nous chantes quoi? Tu nous slams quoi? Bon, tu nous rappes, tu rappes ou tu slams? By Night, jeunesse responsable. Je n'étais pas poète, j'étais homme, j'étais femme, pluie acide et bois sec. À moi les morsures, le fragment, la perte. Flanc désaxé, épaules brisées, perles miennes, j'étais trans, à même les os, dans mon fer intérieur. Je n'étais pas poète, je n'avais que cette bouche à l'envers, une mitraillette née déchargée, des soleils à encadrer, et le visage couché dans le caniveau, au temple ou marchepied. Je regardais passer la vie, me livrant sans trêve la nuit en danse éclaboussure. Je n'étais pas poète, j'étais bloc et poussière, au rouge et crachat sauvage, caravelle percée qui remonte la mer furieuse du quotidien. Ma torse nue faisait le ménage sur les bitumes de toutes ces villes où nul aube ne sait courir. L'œil volcanisé, je veux bien, mais je n'étais pas poète. Je marchais au milieu d'une marée de fauves, leurs dents m'arrachaient le verbe et le plastique, achevaient chaque veine de mon corps, l'une galvaudée au premier trottoir venu. On n'écrit pas avec les entrailles, elles forment des phrases trop lourdes pour nos petits carnets. C'est toujours aux mots qu'on fait payer le fracas. Une fois l'horizon peuplé de silence, on songe aux langues qu'on n'a pas appris à parler.
J'ai violé tant d'horizons de tendresse, un sel de tristesse m'arrache la langue, un ciel mouillé sous les paupières, le sang sec, comme un signal de panne de cœur, ma voix rouillée, des sanglots sur le clavier, je m'en vais me droguer de musique, je ne suis qu'un ver à réfugier des coups de pierre, je marche pour maudire les trottoirs, mon visage fait saigner ceux des passants, je voulais vivre, mais ne suis que moteur d'un amas de chagrin, je marche, ouvrant la porte au vertige, l'âme si pâle, défiant le soleil, ne reste de mon nom qu'un hommage au silence, je marche, je suis l'allégorie du vide, ce n'est pas que je veille, douce herbe en chant d'insomnie, je compte mes fleurs lointaines à la nuit, je ne sais pas tuer le temps. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de ce By Night que je pense que vous avez apprécié, mesdames, messieurs. Allez, on se dit au revoir.